Merci de vous joindre à nous pour cette autre sortie d'International. Le tour de l'actualité mondiale sur Cam News 24. Le décryptage des sujets retenus va se faire avec le concours de l'internationaliste Ghislain Cougan, par ailleurs journaliste consultant. Bienvenue chez nous, chez vous. Le plaisir est partagé. Nous allons immédiatement nous rendre au Tchad où le Premier ministre Pahimi Padaké Albert a été reconduit dans ses fonctions après l'investiture pour un 5e mandat du chef de l'État Idriss Déby Itno, selon un décret présidentiel publié quelques heures après la prestation de serment du chef de l'État. Idriss Déby a l'habitude des prestations de serment. Il a pris le pouvoir en 1990 et débute son 5e mandat. Président de la République élu, selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois. 14 chefs d'État africains se sont rendus à N'Djamena, notamment ses alliés dans la lutte contre les groupes djihadistes dans le Sahel et au Nigeria. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'était aussi déplacé. Une présence critiquée par l'opposition qui évoque un régime dictatorial. Pour Paris, Idriss Déby est son meilleur allié militaire dans la région depuis ses interventions au Mali et en Centrafrique. Et N'Djamena est le quartier général de l'opération française Barkhane au Sahel. Le 10 avril, Idriss Déby a officiellement remporté l'élection dès le premier tour avec près de 60% des voix. L'opposition avait dénoncé des fraudes massives. Le contexte reste tendu. Dimanche, un manifestant a été tué par balle lors d'une marche contre le pouvoir. Voilà, le Tchad et ses réalités. Alors, quelle explication peut-on donner à la reconduction d'Albert Pahimi? Il s'agit simplement de la disposition ou alors de la répartition des cartes. On sait très bien que Albert Padaké était d'abord une figure de l'opposition. Je pense qu'il faut aller un peu en arrière, un an ou alors même 5 ans pour comprendre comment est-ce que ce Premier ministre en arrive là. En 2011, il a participé à l'élection présidentielle. Il est sorti deuxième devant Kebzabo. Et à partir de ce moment donné, Déby a compris que Padaké Albert Pahimi était un poids politique dans ce pays. Il y a donc eu des négociations entre les deux candidats. Et c'est normalement, c'est en 2015, après que le Premier ministre a décidé de soutenir la candidature, enfin il n'était pas encore Premier ministre, il a donc décidé automatiquement, après les négociations entre les deux partis, son parti d'opposition et puis le MPS de Déby, de soutenir la candidature du président à l'élection présidentielle qui a été remportée par Idriss Déby Itno. Et c'est après avoir décidé de soutenir sa candidature qu'il a été nommé Premier ministre par le président Déby, comme pour dire en réalité on le récompense du choix d'accompagner Déby dans sa lutte pour conquérir, pour gagner un 5e mandat dans ce pays. Donc, on comprend très bien que c'est le fruit de son travail. C'est parce qu'il a montré en 2011 qu'il était un candidat de poids, qu'il avait quand même un ensemble de Tchadiens derrière lui et qu'il était quelqu'un sur lequel on pouvait compter, quelqu'un qui pouvait nuire à Déby, que les deux partis sont finalement arrangés pour que Albert Padaké apporte son soutien à Déby. Donc, ce n'est pas ex nihilo, c'est le résultat d'un travail et cela se traduit par ce compromis-là. Alors, c'est la récompense d'un compromis politique, on va dire ça ici. Effectivement, totalement. Je pense quand même que cela montre aussi que l'opposition au Tchad n'est pas aussi forte qu'elle le prétend. Parce que vous allez me dire qu'aujourd'hui, voilà un opposant qui est au pouvoir. Quand je parle d'opposition, je parle d'opposition radicale ou alors comme les Kebzabo qui à chaque fois ne veulent pas d'une entre au gouvernement, enfin, ne veulent pas d'une de ce genre de compromis, mais qui dans les urnes, Kebzabo a eu uniquement 12% lors de la dernière élection présidentielle. 12%, ce n'est pas grand-chose. Vous allez également me dire que Déby n'a eu que 60%, je crois, ce qui n'est pas aussi écrasant, mais c'est suffisant. Et je pense également qu'on peut lire autrement. Si Padaké n'avait pas apporté son soutien à Déby, on comprend que Déby aurait été véritablement mis à mal. Parce qu'il est clair que Padaké aurait au moins eu plus que Kebzabo. Et si vous prenez les 60% de Déby, vous enlevez au moins
12%, Déby n'a plus la majorité absolue. Vous avez moins de 50%. C'est à ce niveau que je pense que Déby a su jouer, jongler politiquement pour notamment convaincre Padaké de soutenir sa candidature à lui. Maintenant, qu'en est-il de la contestation de la légitimité du pouvoir de Déby pensée par l'opposition tchadienne? Je pense aussi que l'opposition parfois est dans son rôle de contester. Maintenant, cela n'influe pas véritablement sur la marche du pays. L'opposition nous a fait comprendre qu'elle devait réagir avant l'investiture. Aujourd'hui, l'investiture du président Déby pour son 5e mandat est une réalité. Donc, il n'y a plus une question qui se pose. Même si l'opposition se garde le droit de réagir par d'autres voies, mais pour l'instant, l'actualité, c'est que le président Déby a pris fonction, a été investi et a surtout reconduit son premier ministre. La question, moi, ce que j'attends de voir, c'est de savoir si Déby va continuer dans la dynamique qui prévaut au Tchad, c'est-à-dire que vous avez un premier ministre qui fait maximum 2 ans, et là vous avez Padaké qui a été élu, qui a été nommé en 2015, il était reconduit en 2016. Attendons de voir si Padaké fera plus de 2 ans. Alors, quels pourraient être les axes prioritaires au cours de cet autre quinquennat? Je pense que premièrement, il y a toujours l'aspect sécuritaire. Boko Haram n'est pas terminé, c'est un chantier, un vaste chantier, un chantier qui s'endort, mais qui reste, demande de rester vigilant parce que l'ennemi Boko Haram est là. Maintenant, il y a un chantier économique avec les infrastructures routières, avec l'agriculture. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui au Tchad. Et je pense que c'est même cela qui explique que Déby ne soit plus autant plébiscité que par le passé. Et cela peut se lire de manière générale dans tous les pays africains aujourd'hui où vous avez des présidents qui ont déjà plus de 3 mandats. Au fur et à mesure des mandats, les présidents n'ont plus la même verve, n'ont plus la même dynamique. En dehors du Cameroun, où vous avez le sentiment que Paul Biya, au fil des mandats, un peu comme le Porto, se bonifie. Voilà. Donc, les autres pays, vous avez le Congo, Brazzaville, où à un moment donné, on a cru que le président s'assoit et perdu le pouvoir. Vous avez la Guinée, c'est vrai que là-bas, c'est écrasant, c'est comme une dynastie, mais les pays comme le Tchad, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Déby n'a plus aussi la main mise sur le pouvoir. D'ailleurs, il a fallu composer avec l'opposant Padaké pour gagner. Donc, d'abord la sécurité, c'est clair qu'il faut continuer. Et je pense que c'est même l'aspect militaire et sécuritaire qui donne à Déby cet talent-là, cette force-là. Parce qu'au-delà même du Tchad, Déby pour la sous-région est quand même un capital important, intéressant quand il s'agit de lutter contre les fauteurs de troubles comme Ansardine, comme Boko Haram et bien d'autres Chebab. Le temps nous permettra d'observer l'évolution de ce quinquennat. Au Tchad, je voudrais maintenant que nous allions au Mali, où l'armée a annoncé il y a quelques jours avoir récupéré les corps des 5 soldats portés disparus lors d'une attaque dans la région de Mopti, dans le centre du Mali. Alors, l'attaque survenue dans la région de Mopti vient-elle confirmer la thèse selon laquelle la guerre est loin d'être terminée? Effectivement, la guerre est véritablement... il s'agit un peu d'une période un peu de trêve très souvent où vous avez les assaillants qui essaient de repenser leur stratégie parce qu'il faudrait aussi relever l'offensive, la réponse qui est aussi donnée face à ces délinquants, ces groupes en sardine et puis autres. Donc, ces groupes-là aussi ont des cellules dormantes, ne dorment pas, travaillent au niveau des infiltrations et au moment venu, à la moindre, je sais pas moi, à la moindre faille, à moindre opportunité, n'hésite pas à frapper pour notamment mettre à mal le pouvoir en place. Et vous savez très bien qu'au Mali, dans le nord par exemple, c'est vrai que l'attaque qui a été perpétrée était au centre du pays, mais vous avez les attaques qui sont perpétrées aussi au niveau du nord du pays où cela est établi depuis longtemps, l'autorité n'est pas vraiment établie. D'ailleurs, à ce niveau, les autorités intérimaires n'ont pas encore pris le pouvoir. On nous parle de la fin de ce mois. Et là-bas, c'est la société civile et la population villageoise qui s'organisent. Vous avez des maîtres parents, des médecins de fortune, dont la vie au niveau du nord du Mali, elle est au ralenti. Pourquoi? Parce que c'est une zone un peu abandonnée
donné où les gens qu'on affecte, les autorités ont de la peine, traînent toujours le pas quand il s'agit de regagner leurs fonctions pour faire en sorte que l'activité politique, économique et sociale puisse se faire de ce côté. Maintenant, si on parvient à frapper au centre, même si vous avez des militaires maliens qui font part de ce que il y a un bataillon qui va être mis sur pied au niveau où on a frappé, ça montre encore une fois que on n'est pas loin de ce genre de frappe qui se fait à chaque fois et on vient toujours à dire il faut coordonner les forces, il faut ci, il faut ça. Mais sauf qu'il y a beaucoup finalement. Vous avez beaucoup d'Arabes qui frappent ici, vous avez les Chebabs en Somalie, vous avez Al-Qaïda, vous avez Ansar-Dine. C'est beaucoup tout de même en même temps. Et puis on ne sait pas quand est-ce que ces gens-là frappent. Maintenant, je pense que l'Afrique aussi, qui n'est pas capable en elle-même de mettre sur pied des forces d'interposition, on continue finalement à naviguer un peu dans ce sens-là et puis à souffrir. Justement, qui serait derrière cette autre attaque des positions des forces maliennes au regard de la multiplication, alors de la multiplicité des revendications autour de ces attaques? Mais je pense que là, il s'agit d'Ansar-Dine qui a quand même publié une vidéo où on faisait présenter qui avait revendiqué l'attaque, avoir enlevé 100 soldats maliens. D'ailleurs, dans une vidéo, vous avez les soldats qui se présentaient, qui déclinaient leur nom, leur grade, leur matricule. Et puis Ansar-Dine a indiqué avoir enlevé ces soldats-là le 19 juin. Vous vous rappelez de l'attaque d'Ampala, on l'avait évoqué ici justement. Donc c'est Ansar-Dine qui revendique grandement et gaillardement l'attaque. Donc c'est pour montrer qu'aujourd'hui, il y a toujours des postes de résistance au Mali. Alors si on arrive déjà à s'en prendre aux militaires, à plus forte raison les civils, vous comprenez qu'il y a le champ libre pour ces groupes et ces groupuscules qui véritablement ne sont fragilisés, mais pas véritablement. Il y a des stratégies de repli, mais elles sont fragilisées, ces bandes, mais elles demeurent nuisibles. C'est tout de même étonnant. Bon, alors, des attaques sont perpétrées régulièrement dans le nord que vous évoquiez tout à l'heure, et ce depuis 2015. Pourquoi cet attentisme de la part des forces maliennes et étrangères? On sait bien qu'il y a des forces étrangères qui accompagnent le Mali dans cette guerre, entre guillemets, on va le dire ainsi. Oui, mais je pense que les forces étrangères ne sont pas suffisantes en nombre pour quadriller tout le Mali. Je vous fais la précision selon laquelle le nord du Mali est un peu comme un no man's land, où même les autorités maliennes, la vie est là-bas au ralenti. Depuis les élections, vous avez les autorités qui ne sont pas allées prendre service. C'est comme très souvent sur le continent africain, même au Cameroun, vous avez des enseignants, par exemple, qu'on affecte dans le Grand Nord, l'extrême Nord aujourd'hui. Il y en a qui ne veulent pas aller là-bas. On leur délivre on appelle ça, des certificats, des prises de service, mais personne ne se déploie. Mais quand on sait qu'une zone comme celle-là au nord du Mali est aux prises, est le bastion contrôlé d'Ansar-Dine ou de Si, c'est quand même difficile quand il n'y a pas une garantie de la sécurité malienne à ce niveau. Mais si déjà au centre du Mali on parvient à frapper et à retirer 5 otages militaires, imaginez au nord du Mali où la sécurité n'est pas aussi présente, que dis-je, elle est quasiment absente, puisque la vie à ce niveau n'est pas réglementée. L'administration ne fonctionne pas puisque les autorités n'ont pas pris fonction. Alors, de façon générale, comment appréciez-vous ces multiples missions onusiennes, tant au Mali, en Somalie et partout en Afrique? Je pense que les missions onusiennes font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. Maintenant, ne demandez quand même pas à l'ONU de venir sécuriser tout le Mali à la place des Maliens, à la place des Africains. Ce n'est pas simplement au Mali, la MINUSMA, je crois, ou la MINUSCA. Vous avez aussi la RCA, où il faut les missions onusiennes. Vous avez aussi la Somalie. Vous avez un ensemble de pays. Pourquoi pas? S'il fallait que le Cameroun aussi demande la mission de l'ONU pour... Donc, vous voyez, il y a tellement de choses à faire. Et là, ce n'est que l'aspect militaire ou sécuritaire. Il faut aussi l'aspect économique, il faut un ensemble de choses, l'aspect humanitaire, l'aspect sanitaire aussi, ça fait quand même beaucoup. Si vous voulez toujours demander à l'ONU que fait l'Union africaine, il faudrait que les pays africains de l'Union africaine commencent déjà par cotiser, et par cotiser à temps, pour que l'Union africaine puisse prendre en charge son fonctionnement et non pas attendre que 40 ou 55%, 75% de ses revenus de fonctionnement viennent de l'étranger. Il faudrait déjà une autonomie, une indépendance de l'Union africaine
pour pouvoir constituer ces forces d'interposition. Justement, on n'a pas beaucoup entendu l'Union africaine dans cette affaire-là. Et pourtant, l'Union africaine vient de se réunir, je crois, c'était il y a cela, je crois, un mois. Oui, mais qu'est-ce que l'Union africaine a adopté? Simplement l'idée qu'on va maintenant taxer, je crois, les nuits dans les hôtels, les vols, et que chaque État devrait payer ses frais, payer ses cotisations, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, ce genre de mesures, ce n'est pas la première fois, ont déjà été prises lors des récents sommets, mais cela n'est pas appliqué sur le terrain. Il y a les États qui ne payent toujours pas leurs cotisations, il y en a d'autres qui payent à contre-temps. À partir de ce moment donné, l'Union africaine n'a pas toute la crédibilité, l'Union africaine n'a pas les mêmes mises, n'a pas la décision puisqu'elle n'a pas l'argent, elle n'a pas de bourse. Le mal reste donc profond, le mal sécuritaire. On a de la peine à évacuer ces terroristes dans les territoires africains. Alors, nous allons en Afrique du Sud parler de toute autre chose. Après les élections municipales qui ont acté le désaveu d'une partie de la population pour l'ANC, les partis politiques sont en pleine négociation pour tenter de trouver des accords et monter des coalitions dans plusieurs grandes villes en mal de majorité absolue. Quel avenir pour l'ANC après son revers au municipal? La question est sur toutes les lèvres en Afrique du Sud depuis la proclamation des résultats de ces élections. Accrédité de moins de 54% des voix, le parti de Jacob Zuma est en effet sorti très affaibli de ce scrutin qui a vu ses bastions traditionnels basculer à l'opposition. L'homme et le président, les deux en un, sont déjà discrédités. Jacob Zuma est déjà discrédité. Donc son image publique a tellement souffert qu'il y a besoin d'une personnalité nouvelle. Qui que ce soit, mais pas le président Zuma. Cela ne va pas être facile de vendre son image aux gens. Un résultat considéré par certains comme un vote sanction contre un parti en manque de solutions face aux difficultés des populations, mais aussi contre son leader. Des analystes pensent que le maintien de Jacob Zuma à la tête de l'ANC pourrait précipiter la fin du règne de cette formation en Afrique du Sud. Si le président Zuma est toujours président du Congrès national africain et qu'il représente ce parti après le congrès de l'ANC en 2017, je prévois que l'ANC perdra en 2019 grâce à un gouvernement de coalition. Le parti au pouvoir depuis 1994 changera-t-il de leader ou au contraire tentera-t-il de redorer son blason avec Jacob Zuma? La question reste posée. Alors, Ghislain Kougan, qu'est-ce qui explique la déchéance subite de ce mastodonte politique qu'est l'ANC? Je pense simplement que l'ANC subit la loi du temps. Mais l'ANC subit toujours les micmacs de son leader. Le président Jacob Zuma, vous le savez, est empêtré dans nombre d'affaires de corruption, de trafic d'influence et autres. Donc ce sont ce genre de situations qui déteignent notamment sur l'ANC. Mais l'ANC aujourd'hui ploie sous le coup de l'essoufflement du temps également. C'est-à-dire qu'il faut innover, il faut laisser la place aux jeunes, il faut du sang neuf finalement au sein de l'ANC. L'ANC aujourd'hui fait face à une crise de génération, c'est-à-dire que vous avez les vieux, on ne dit pas qu'il faut éradiquer les vieux, qu'il faut les enlever, mais il faut pouvoir faire cette transition, faire cet assemblage, ce savant maillage de jeunes et de vieux, que de manière progressive, les jeunes prennent la place des vieux sans qu'on puisse écarter les vieux, que les vieux restent en matière de conseillers et autres. Donc l'ANC n'arrive pas à opérer cette mue-là de manière pacifique et surtout de manière lisible. C'est pourquoi vous avez observé les dissidences, notamment celle qui est la plus clinquante, qui est celle de Julius Malema, qui a décidé carrément de quitter le parti pour aller former un groupe, je ne sais pas trop, Economic Freedom Fighters, EFF, qui est devenu un parti politique aujourd'hui. Donc l'AFC n'arrive pas à opérer sa mue. Il s'agit là d'une question de temps, d'époque, de génération. Mais aujourd'hui, il est aussi question d'un leader aujourd'hui qui n'arrive plus à assumer la moralité ou alors l'idéologie que l'on pouvait avoir ou attendre de l'ANC aujourd'hui, du temps de l'ancien président de ce parti, le nom m'échappe un peu, voilà. Donc, l'idéologie de Mandela aujourd'hui ne se retrouve plus dans l'ANC.
Alors, Julius Malema, de son côté, annonce qu'il ne travaillerait avec l'ANC que si Jacob Zuma quitte le pouvoir. Cette demande du leader du parti EFF peut-elle prospérer? Déjà que certains leaders de l'ANC ont répondu en disant non, on ne peut pas accepter de travailler avec Julius Malema sous cette condition-là, de faire partie de Jacob Zuma. Cela donnerait raison à Malema qui, au niveau du Parlement, a critiqué un peu le président au pouvoir à travers le fait qu'il ait puisé dans les fonds publics pour rénover sa maison, qu'il avait un projet d'acheter un avion avec au moins 12 salles de bain. Je me demande comment cela est concevable pour un président, un chef d'État, un avion avec 12 salles de bain, avec un ensemble de choses, et puis sa maison, et puis le scandale de corruption et autres. Donc, c'est l'association de ces actes manqués, actes irréfléchis et surtout irresponsables du président Zuma, des actes qui ont été établis. Le problème aussi, c'est comment est-ce que Zuma est arrivé à accepter qu'il a glissé, qu'il a péché. Au début, il a d'abord décidé de se renfermer dans le déni total, et c'est par après, maintenant, sous la pression, qu'il a fini par céder. Donc, l'opposition l'a amené finalement à revoir sa copie, à revenir sur sa décision, sur ses déclarations, ce qui est un peu difficile. Mais je pense au niveau de Malema que Malema a déjà obtenu, je crois, 8%. Il se place en troisième position, derrière l'Alliance démocratique aussi. Et vous l'avez évoqué, l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'ANC en 2011 avait, je crois, 61% de voix. Aujourd'hui, à 54% seulement. Ça veut dire, comme vous l'avez évoqué, il y a péril en la demeure. Maintenant, il faut composer. Et l'autre élément intéressant, c'est que c'est dans les grandes villes, Johannesburg, je crois, et puis Pretoria, que l'ANC baisse en régime, même s'il y a aussi dans la ville de Mandela, et National Bay Mandela, l'ANC opère véritablement du volume. Alors, l'ANC peut-il, dans ce contexte, de résister face à ces négociations qui ne font que raviver les tensions et les divisions en son sein? On sait qu'il y a une partie qui est véritablement prête à faire sortir le président Zuma de ce parti. Oui, je pense que c'est le défi aujourd'hui, pouvoir garder Jacob Zuma sans toutefois tendre la main à Julius Malema, puisque Malema l'a dit radicalement, il ne peut revenir avec l'ANC que si Jacob Zuma n'est plus au pouvoir. On comprend la démarche de Malema, c'est logique. Il a critiqué le président au Parlement, il n'est donc pas question qu'il vienne travailler avec le président. Cela serait interprété comme une compromission. Maintenant, une grande frange de l'ANC décide que la proposition de Malema n'est même pas là du jour. Mais il y en a aussi au sein du parti qui peuvent être audibles à la proposition de Malema. Pourquoi? Simplement parce que ceux-là ne veulent pas coller leur image à celle aujourd'hui qui est faite de Jacob Zuma, un président corrompu. Il y en a au sein du parti qui ne veulent pas être associés à cette gestion-là. Parce que quand on parle de l'ANC aujourd'hui, on voit Jacob Zuma et puis c'est tout l'ANC. Il y en a au sein du parti qui ne sont pas d'avis avec la façon dont Jacob Zuma, de manière clandestine, a géré les choses aujourd'hui. Donc, au niveau des communes, puisqu'il s'agit des élections municipales, vous avez, par manque de résultats absolus, comme vous l'avez évoqué, des endroits où il faut l'arbitrage, soit pour qu'on l'Alliance démocratique remporte, soit l'ANC. Et qui est promu, qui est là pour arbitrer, c'est Julius Malema aujourd'hui. Avec ses 8%. Sauf que aussi, Julius Malema aussi a des divergences avec l'autre parti d'opposition qui est notamment l'Alliance démocratique. Mais est-ce que le slogan qui est mis en œuvre aujourd'hui, tout sauf l'ANC, va prospérer pour que Malema puisse accorder ses voix à l'Alliance démocratique? C'est à ce niveau que notre défi est à relever. Est-ce que Malema et puis l'Alliance démocratique vont soutenir le slogan « Tout sauf l'ANC » ou ainsi? C'est donc une actualité à suivre dans le cadre de nos émissions, surtout internationales. En Turquie maintenant, la visite du président turc en Russie a porté ses fruits. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont relancé le gazoduc Turk Stream qui doit relier les deux pays via la mer Noire. Ce projet était gelé depuis la destruction d'un bombardier russe par l'armée turque qui a empoisonné les relations entre les deux pays. Nous ne sommes pas à Moscou, mais bien à Istanbul. Dans les rues de la capitale économique turque, le russe est à l'honneur dans les vitrines des magasins.
Pourtant, depuis la détérioration des relations entre les deux pays, le nombre de touristes russes a chuté brutalement pour devenir quasi nul. La Russie a ensuite imposé de lourdes sanctions économiques à la Turquie, ce qui n'empêche pas les Stambouliotes de voir d'un bon œil ce rapprochement. Si nous sommes en paix avec la Russie, nous bénéficierons de nombreux avantages, des relations commerciales, des importations, des exportations, bref l'avenir de notre pays. La plus grande puissance mondiale, c'est les États-Unis et la Russie ensuite. Ils sont rivaux, mais j'aimerais être du côté des Russes. C'est mon opinion. Je veux qu'on ait de bonnes relations avec la Russie. C'est un pas en avant qui a été réalisé par Recep Tayyip Erdogan. Les 7 mois de froid diplomatique et commercial entre Moscou et Ankara ont laissé des traces. Aucun voyage organisé en Turquie par un tour opérateur russe pendant cette période et un important embargo des produits issus de l'agriculture turque. Ankara importe plus de la moitié du gaz de Russie. Ce rapprochement pourrait permettre notamment de relancer le projet de gazoduc Turk Stream. Annoncé par Vladimir Poutine en décembre 2014, ce projet devait faire de la Turquie un important pays de transit pour le gaz russe en Europe. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette nouvelle coopération bilatérale entre la Turquie et la Russie? Je pense simplement que l'opportunité se présente. Et contrairement à ce que disent beaucoup, la décision du président turc de rencontrer son homologue russe ne date pas du putsch manqué. Avant cela, Erdogan avait adressé un courrier au président russe dans lequel il signifiait sa volonté notamment de le rencontrer pour aplanir un ensemble de sujets. C'est vrai que le putsch manqué est venu peut-être accélérer la situation et puis donner beaucoup plus d'arguments à Erdogan, au président Erdogan, de rencontrer très rapidement son homologue. Pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, le président Erdogan se sent déçu par l'Union européenne qui ne l'a pas suffisamment soutenu lors du putsch. Vous savez qu'après le putsch, Erdogan s'est lancé dans une traque où vous aviez des soldats en prison, des généraux, des maîtres, des enseignants. Il a d'ailleurs décidé que pour 3 mois, je crois, tous les fonctionnaires étaient interdits de sortir du pays. Donc il a pris un ensemble de mesures drastiques et vous avez l'Union européenne qui disait, qu'il appelait à la retenue, en fait, qui ne prenait pas parti, qui estimait qu'Erdogan en réalité, se servait de ce prétexte-là pour mater ses ennemis ou alors ses potentiels concurrents. Ce que n'a pas apprécié Erdogan, il a clairement traité l'Union européenne, l'Europe de traite ou de trahison. Voilà donc. Maintenant, et vous savez, le grand russe est toujours là pour accueillir ceux qui sont en détresse. Et je pense également qu'il n'y a pas aussi un très grand désaccord entre la Russie et la Turquie, comme on aime bien le faire croire. Le premier désaccord, c'est juste sur la Syrie. C'est-à-dire que vous avez la Turquie qui est avec l'opposition syrienne et vous avez la Russie qui, avec l'Iran, sont plutôt du côté du pouvoir Bachar al-Assad. Voilà la première pomme de discorde entre la Russie et la Turquie. Mais vous voyez qu'il s'agit des conflits délocalisés. Il ne s'agit pas d'un rapport direct entre la Turquie et la Russie. Donc, à ce niveau, cela reste pendant. Mais l'autre élément qui a mis feu aux poudres un peu, c'est l'avion russe qui a été abattu, vous le savez très bien, en Turquie, et puis le président russe a réagi. Donc, on met tout cela de côté, on essaie maintenant de discuter sur les relations entre la Turquie et la Russie à travers, vous l'avez évoqué, la construction à venir, la construction du gazoduc Turkish, je crois. Turk Stream. Voilà, Turk Stream. Alors, il faut aussi relever qu'il y a un qui est construit déjà, Blue Stream, qui est construit. Je pense que l'autre là, c'est Turkish Stream, voilà, qui va être construit. Et on sait que la Turquie est dépendante, importe beaucoup plus d'énergie. Alors que la Russie est capable de lui en offrir. Donc, justement, c'est là le problème. La Turquie n'est-elle pas instrumentalisée ici par Moscou, qui veut remplacer l'Ukraine comme principal pays de transit pour les exportations vers l'Europe? Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que le président turc fasse? Il doit aller là où les intérêts. L'Ukraine, c'est un obstacle pour la Russie. Mais oui, l'Ukraine. Avec la Russie, on sait très bien avec ce qui s'est passé, tout ce que l'Union européenne, l'Europe a organisé pour ce petit blablabla entre l'Ukraine et la Russie, on sait très bien. Mais je pense simplement que si, dans les négociations, il y a aussi des affaires de prix. Si Vladimir Poutine arrive à s'entendre avec le président Erdogan pour qu'on puisse, au-delà de ce qui se passe, aplanir les différends, ce n'est qu'une bonne chose. Mais je pense pas que l'on puisse parler des changements de stratégie parce que la Turquie est très liée à l'Union européenne.
40%, je crois, des relations, des accords commerciaux entre la Turquie sont passés avec l'Union européenne. C'est intéressant de le savoir. Et la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc il est difficile pour la Turquie de se tourner aussi rapidement, de se défaire aussi rapidement de l'Union européenne. Sauf qu'on peut arrondir les angles, on peut multilatéraliser, si vous voulez. Aujourd'hui, prendre la Russie aussi comme un partenaire sérieux, et c'est dans cette dynamique-là que, notamment, s'investit le président turc. Et ça aussi une façon pour lui de mettre la pression sur l'Union européenne, que ne pensez pas que je suis en foi avec la Russie. Pourquoi? Parce que si maintenant vous me contrecarrez, vous me faites de chantage, sachez que j'ai aussi un allié, j'ai un individu, j'ai une puissance très forte, déjà qui vous fait concurrence, sur laquelle je peux me reposer, vers laquelle je peux me retourner et puis continuer à administrer mon pays. Alors, Ghislain Kougan, au moment où le ciel des relations entre la Russie et la Turquie s'éclaircit, quelle est la position de l'Union européenne dans un tel contexte? Je pense que dans ce contexte, l'Union européenne observe et essaie de travailler aussi pour voir comment contrecarrer tout cela. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, l'Union européenne, si elle veut le faire, elle doit rétro-pédaler. Elle doit commencer déjà par être moins regardant sur ce qui se passe notamment en Turquie, ce qui n'est pas pour l'instant possible parce qu'il convient de relever quand même que les décisions prises par le président Erdogan au lendemain du putsch sont quand même des décisions qui portent atteinte à l'humanité, à la personne humaine, des décisions qui sont aussi un peu très sévères. Quand vous avez 1200 généraux qui sont arrêtés, quand vous avez des procureurs en prison, des soldats interpellés, vous avez des enseignants interpellés. Donc, c'est quand même compliqué pour un peu. On a le sentiment qu'il s'agit d'une chasse aux sorciers et que véritablement Erdogan veut détruire tout le monde. Et d'ailleurs, il y a encore un conflit entre Erdogan et les États-Unis qui a demandé le transfert de Gülen, qui est aujourd'hui perçu et même considéré comme celui qui est derrière l'attentat du 15 juillet. Et vous savez que Fethullah Gülen est aujourd'hui aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas daigné répondre favorablement à la demande d'extradition de la Turquie qui a estimé qu'il y avait les preuves nécessaires et accablantes les preuves sur notamment la possibilité ou alors sur le fait que ce soit ce monsieur-là qui ait fomenté le putsch manqué du 15 juillet en Turquie. Merci Ghislain Kougan d'avoir accepté l'invitation de CamNews 24, surtout international. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes internationaliste, journaliste consultant et bien sûr un fidèle intervenant dans le cadre de cette émission. Merci encore. Au plaisir et merci aussi à vous. À vous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous pour une prochaine édition d'International. Restez sur CamNews 24, nos programmes se poursuivent. À bientôt.